On va commencer par une question venant de vous. Voilà. Je ne parlerai pas le premier. Donc, voilà. Bonjour. Je me demandais ce qui allait motiver la restauration du film. Comment, pourquoi, maintenant La décoration du film. La restauration. La restauration. Ah, j'avais compris la décoration, c'est à cause du masque. La restauration, vous savez, c'est sur la pointe des pieds parce que c'est tourné en film. Donc il y avait un négatif et un film argentique. Et puis moi, depuis 30 ans, j'étais dans l'air argentique, je suis passé dans l'air numérique. Et on peut tout faire avec l'image. Donc moi, je n'ai pas voulu refaire ce film sur le banc argentique, mais j'ai simplement corrigé quelques petites coquetteries d'éclairage, parce que le film a été fait en 10 semaines, et il y a des jours où vous êtes obligé de finir une séquence un peu plus vite, parce qu'à cause du temps, vous laissez des choses traîner qui ne sont pas... alors j'ai un petit peu corrigé, je n'ai pratiquement pas recadré le film, et j'ai très légèrement assombri le film, pour lui donner moins d'éclat et moins de lumière, parce que quand j'ai revu le film, je l'ai trouvé plutôt un peu sombre, un peu poignant, et pas trop lumineux. Voilà, grosso modo. Mais vous pouvez tout faire, et ça a été fait il y a 35 ans, je vais le donner comme ça a été fait. Voilà. C'était un autre, c'était comme ça, mais il y a un ensemble qu'il faut... voilà. Et puis, les producteurs et les distributeurs surveillent le metteur en scène pour qu'il ne fasse pas un autre film, avec ses repentirs, etc., que celui qu'il a fait. Bonsoir. Moi, ma question, c'est justement sur la décoration. Ce choix de fond gris dans tout le film, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je vais essayer de faire les têtes de chapitre bref, parce que ça ne vient pas d'un seul coup, c'est pas une idée, c'est simplement une expérience. J'ai été tenté de faire ce film pour des raisons d'éducation, de première communion avec une espèce d'évanouissement spirituel, c'est-à-dire que j'étais enfermé professionnel comme elle dans un couvent, et puis ces petits écrits que j'ai toujours trouvés assez merveilleux, et l'idée m'est venue d'entrer dans une grande femme, c'est une idée de cinéaste, ça, de se glisser chez les femmes. Hein. Mais comment faire? Alors, faire un couvent tel qu'il est, ça me tentait guère. Et je fréquentais la bibliothèque du Carmel de Lisieux, et la prière m'a dit, écoutez, je sais que vous voulez faire un film sur notre couvent, le couvent de théâtre, je vais vous le faire visiter. Elle m'a fait visiter le couvent. Je suis aucune sœur, parce qu'elles ne peuvent pas voir des hommes. Et les portes qu'on ouvre, qu'on ferme, des cellules de 3 mètres sur 3. Comment tourner là-dedans? Je voulais faire un film sur une personne qui, quand même, spirituellement, s'élargit un petit peu. Hein. Et ça me rappelait les films qu'on avait tournés dans les couvents, ou dans les prisons, ou dans les casernes. Alors je piétinais, et jusqu'au jour où j'ai eu une sorte de petite révélation, j'ai vu un tableau de Manet avec un enfant qui jouait du fifre avec un costume quasi militaire, hein, admirablement réaliste, hein, et sur un fond neutre. Mais neutre, mais vivant, c'est-à-dire qu'avec un mouvement. Je me suis dit, peut-être que je peux tenter de faire un film entier sans décor, simplement sur des corps et des objets, mais à condition que l'histoire reste réaliste, qu'on sache qu'on est dans une cellule, ou au réfectoire, voilà. Alors là, c'était le problème, qu'est-ce qu'on fait? L'idée est venue de prendre un grand studio de 800 mètres carrés, et de faire ce qu'on appelle un cyclo, c'est-à-dire un mur qui n'était pas par un vrai pâte, et faire un dégradé où,
en s'appuyant sur certaines couleurs, on pouvait tourner des séquences qui correspondaient à peu près à la... Mais on n'était pas à la fin de nos peines, parce que éclairer des corps devant un mur, et que le film entre sans porte, sans arbre, sans fenêtre, etc., il nous posait tous les jours des problèmes qu'on n'a pas toujours résolu. Mais je suis arrivé à quelque chose, malgré moi et en dehors de moi, c'est que c'est une sorte de... On voit mieux les corps, on voit mieux les gestes, on entend mieux les froissements de tissu, on est plus dans l'intimité de la vie, parce qu'on n'a que ça à voir. Dans les films, vous allez avoir des rues, des meubles, et là, tout d'un coup, c'est un peu cérémonial, tout en restant réaliste. Et ça, petit à petit, le film y a gagné, en fait. Je résume un peu. Hein. Parce que le travail, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'opérateur. Il y avait quelquefois 20 projecteurs pour essayer de résoudre le problème du rapport du fond avec le corps. Bonsoir. Moi, je me demandais quelle dose de cynisme vous avez mis dans le film. Quand je dis cynisme, c'est par rapport à l'Église ou à l'ordre religieux. Ou peut-être qu'il n'y a aucun cynisme de votre part. Oui, je suis un élève d'un ordre religieux qui s'appelle les oratoriens. Hein. Donc je connais bien la religion, sa pratique et son éducation, étant donné que j'ai été purement par eux. Il est évident que quand je lisais les évangiles, qui étaient un PD d'enfants, pratiquement, et de préadolescents, pour moi c'était la vérité, tout était vrai. Et puis, après, je me suis aperçu que j'étais témoin. L'idée de Dieu s'est un peu effacée. Mais le sentiment cérémoniel et religieux de la vie est resté. Ce que l'Église en a fait au cours des siècles, c'est-à-dire sa collusion avec le pouvoir temporel, et la dégradation en fait de la piété au XIXe siècle, évidemment le film le respire en fait. Et le jeune médecin qui est là crache le morceau. Il y a des folles, des dangereuses, on devrait le brûler autrement. Et c'était vraiment avant la séparation de l'Église et de l'État qui s'est faite au début. Hein, du siècle suivant. Quand on était en plein accord et dire entre l'Église et l'État. Il y avait un Christ dans les tribunaux, je crois. Donc, oui. Maintenant, je m'arrête très bien. Je voulais vous demander des citations, enfin, les lectures à haute voix, elles sont toutes extraites du Cantique des Cantiques? Uniquement extraites oui, du Cantique des Cantiques, oui. Et c'était un choix personnel Oui, absolument personnel, c'est pas du tout une pratique. Non, j'entends bien, mais elle le lisait. Oui. Ça faisait partie des lectures du couvent. Oui, mais là, vous êtes, vous êtes limité à ces citations-là, et quand elle chante La Belle Hélène. Est-ce que votre film, en fait, son sujet, c'est l'amour ou c'est le chemin vers la sainteté? Elle chante La Belle Hélène parce que c'est un couvent qui est au centre de la ville de Lisieux, et aucune fenêtre ne donne sur la ville. Elles sont vraiment enfermées. Et il n'y avait qu'une petite endroit au grenier où, en se mettant sur une chaise, elle pouvait voir la ville en hauteur comme ça. Mais elles entendaient des chansons, des chanteurs de rue, comme ça, et elles se les chantaient entre elles. Et c'est pour ça que vous avez reconnu, vous,
Et votre autre question, c'était quoi? C'était le quantique des quantiques, et savoir si en fait le sujet de votre film, c'était l'amour avant toute chose. Il est déjà cette chère Thérèse Martin avait un moteur amoureux absolument incroyable, hein, qui s'est adressé d'abord à son père. Son père lui a été interdit à partir d'un certain âge, si je puis dire, et qu'elle l'a reporté sur un personnage imaginaire pour ne pas le consommer dans la vie, parce qu'il l'aurait déçu. Hein. Donc elle a pu aller jusqu'au bout de son sentiment amoureux énorme. Je pense que c'est grosso modo ça. Ça ne s'explique pas autrement. Et le personnage de Jésus ne peut s'expliquer que parce que, comme c'est dit dans les évangiles, c'est un guérisseur extraordinaire. C'est un homme qui a une force bien supérieure à la moyenne. Et quand j'étais petit, je l'ai introduit l'histoire de cette femme qui a une perte de sang, hein, et qui pense qu'en touchant cet homme qui a une force incroyable, elle va guérir. Elle le touche, puis tout d'un coup il dit, quelqu'un m'a touché et j'ai perdu de la force. Donc quelqu'un lui a pris de la force. Et son papa, qui est au milieu de la foule, il lui dit, comment t'as touché? Oui, quelqu'un m'a touché. Et à ce moment-là, cette femme dit, c'est moi. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire t'as cru que moi je voulais te guérir, hein, ça fait la force de te guérir, va en paix, tu as cru en moi, donc tu peux aller en paix. Et ça, quand j'étais enfant, c'était une histoire qui me fascinait complètement. Et en plus de ça, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que chez les femmes une perte de sang? C'est un mystère énorme. Est-ce que vous pourriez parler un peu de comment vous avez choisi les comédiens, les comédiennes surtout, et comment vous les avez dirigés? Elle, qui est le moteur amoureux du film, je savais que je ne pouvais pas même penser faire le film avant d'avoir trouvé la personne. Et j'avais régulièrement, dans des cours d'art dramatique, et au conservatoire. Et au conservatoire, un jour, je vois une jeune fille assise sur le sol du théâtre. Au conservatoire, il y a un petit théâtre sur scène, avec un ballon entre les jambes, et qui devait être percé en dessous parce que l'eau s'en écoulait au fur et à mesure qu'elle parlait. Ici, là où j'ai vu que le théâtre était en pente, parce que si je disais moi, et l'eau coulait vers moi. Et elle disait la mort de Bouchette, de Bernanos, et la mort d'une petite fille de 12 ans qui se suicide en se noyant. D'ailleurs, Robert Poisson a filmé la mort de Bouchette à 26 ans. Et là, j'ai compris que je pouvais faire un voyage avec elle. Là, j'ai compris que... Alors, je lui ai parlé. J'étais en train d'écrire un scénario, parce qu'à cette époque-là, j'écrivais des scénarios pour me donner un peu d'argent. Et elle m'a aidé à terminer le scénario. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la vie de Catherine Bouchet qui a servi de matériau au film. Et moi, c'était elle qui allait l'interpréter. Et le tournage s'est passé très simplement. On parlait de la fameuse direction d'acteur, qui est une blague c'est-à-dire qu'elle avait un fauteuil au fond du studio, 800 mètres carrés, il y a de la place, hein, pour être dans le noir. Et quand on était prêt, on le faisait ici, elle venait, la caméra tournait, et elle entrait quand elle voulait dans la séquence. On lui faisait le cas, on fait le début de venir après. Et elle retournait sur son fauteuil, et il n'y avait pas de deuxième prise. C'était parfait.
Et à chaque plan, quand j'ai revu le film et que j'ai travaillé dessus pour le restaurer, elle est là, totalement là. Et totalement amoureusement là. Bonsoir. J'ai un jour fait une audition pour vous, pour un film, et vous m'aviez dit, c'est pas moi qui décide, c'est la caméra. Je vous ai dit ça, je buvais à cette époque-là. Je ne bois plus d'alcool depuis 15 ans. Je me rappelais des... Mais ça, c'est un petit peu... c'est un peu idiot parce que... moi, maintenant que je filme tout seul, c'est mon œil qui décide, mais mon œil est une caméra, c'est-à-dire que tout de suite, je prends ma caméra et je filme. Donc, on peut dire, non, c'est filmable ou c'est pas filmable. La vie d'un cinéaste, c'est, il regarde la vie, il dit, c'est filmable ou pas filmable. Alors avant, quand c'était filmable, il se disait, oh, je vais mettre ça dans un film, etc. Alors le temps de trouver l'argent, les acteurs, de se retrouver sur le plateau, etc. L'origine de l'émotion, c'était un peu évanoui. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis dans la prise directe de la vie, je filme immédiatement quand les choses se passent. C'est moins cher, il y a moins de monde, et ça me semble plus juste. Voilà. Puis je vous ai dit ça, oh mon Dieu. Bon, bref. C'est vrai? C'est une phrase très intéressante qu'elle dit. Je suis à vous tout de suite. J'avais dit, Matisse, quand il faisait à Saint-Paul-de-Vence, la chapelle, il décorait la chapelle, et que Picasso disait, tout toi qui as un mécréant qui croit ni en Dieu ni en diable, tu fais ce truc religieux là, mais moi quand je fais, je crois en Dieu. Quand je travaille, je crois en Dieu. Quand je travaille. Puis, souviens-toi, quand tu as fait ta première communion, on a fait tous les deux la première communion, on vit là-dessus, là, on joue les années pas comme ça, mais on vit là-dessus. Je voudrais savoir si tout a été écrit avant le film, ou est-ce qu'il y a des scènes qui sont en partie improvisées, des plans, enfin, il y a des moments où vous chopez dans l'image, on a du mal à imaginer que vous l'avez écrit avant de tourner. Alors, il y a deux choses. Le film a été quand même très écrit, parce que c'est une langue inventée. Il y a sujet, verbe, complément, elle est un tout petit peu travaillée, elle paraît un peu naturelle, parce que les acteurs mais elle est un petit peu artificielle. Il y a beaucoup de citations de textes, pas direct, parce qu'elle avait un style un peu empoulu, mais votre question, vous vouliez savoir, l'improvisation, l'improvisation, il y en a une magnifique. C'est que quand elles font la fête, quand elles boivent et quand elles dansent. Alors là, la caméra se glissait entre elles, et je dois dire que je pensais que c'était bien de faire un film sur un courant, mais qu'au milieu, il fallait une petite comédie musicale pour un peu se détendre, et ben, elles l'ont fait. Elles l'ont fait avec une grâce magnifique. Et la fête, comment... Alors évidemment, le film ne s'est pas étendu sur l'homosexualité à l'intérieur des couvents, qui doit être monnaie courante. Et il y en a une qui était aussi, je veux dire, ardente et amoureuse, qui ne voulait pas
avoir un homme tout de suite et qui est entré au couvent pour essayer d'aller au-delà d'avoir des enfants, de tenir une maison, de faire la cuisine. Et elle n'était pas faite pour ça. Donc elle est tombée réellement amoureuse de Thérèse. Et elle se punit parce qu'elle se masturbe, parce que ceci, parce que cela. Et elle quitte le couvent. Et c'est elle, il y a Loïc qui avait quitté le couvent, qui est devenue serveuse dans une brasserie, et elle envoyait des lettres à ses anciennes copines du couvent en disant qu'on lui mettait la main aux fesses et que c'était pas toujours très agréable de servir des bières. Comme ça pour un film qui a 35 ans. Bonsoir. Est-ce que vous avez vu Benedetta de Paul Verhoeven? Non. Ok. J'allais vous demander si vous pensez qu'il s'était inspiré de votre travail pour son film, parce que ça flirte aussi avec la notion de relation homosexuelle, lesbienne dans les couvents. Je suis très indicatif, là, je passe vite, mais en fait, c'est quand même l'histoire d'une fille qui a une passion pour une autre jeune fille, quoi, et qui déclare son amour. Il y a une déclaration d'amour, quand même. Et je pense que ces couvents sont un nid d'intrigue amoureuse, ou de haine, c'est un peu la même chose. Avec de temps en temps, ce que des gens qui vivent normalement ont une difficulté à comprendre, de temps en temps, elles s'envoient en l'air. C'est-à-dire que la mystique, c'est un métier. C'est-à-dire elles se mettent dans un certain état et régulièrement, elles ont un éblouissement. C'est pour ça qu'elles arrivent à durer enfermées comme ça. C'est qu'elles y trouvent leur compte. Et elles ont l'impression, en plus de ça, de participer à la souffrance du monde. Et à chaque fois qu'elles ont elles-mêmes une souffrance, elles l'offrent à leur époux pour qu'il console la souffrance du monde. C'est basé sur la souffrance, beaucoup. Et les religions, je pense, c'est supporter la souffrance et supporter sa propre disparition, je suppose. Thérèse avait pu être la tuberculose à cette époque-là, c'était une maladie terrible, qui ne se soignait pas, qui vous détruisait complètement. J'ai vu ma tante, la pénicilline, mourir de la tuberculose, et je disais à Catherine Boucher, écoutez, j'ai travaillé de sortir, il faudrait quand même un peu. Mais je ne mange pas, faites de la piscine à jeun, tout ça. Et plus elle faisait de la piscine à jeun, plus elle était resplendissante. Et ça servait de film parce que c'est pas une mauviette qui porte l'affaire. Qu'est-ce qui vous a touché dans la vie de Sainte Thérèse pour pouvoir faire un film sur elle? Écoutez, je vais répondre d'une façon extrêmement banale, extrêmement grossière. C'est l'amour qu'elle dégageait. C'est une espèce de charme, d'un charme particulier qui m'a fasciné complètement. C'est ce que je me répète un peu, c'est son moteur amoureux hors norme. Hors norme. Comme Jésus était un guérisseur hors norme, il y a des gens hors norme. Hein. Rimbaud, à 17 ans, était un être humain hors norme, qui tout d'un coup faisait exploser quelque chose d'inouï. Et vous dirais-je aussi, si je suis sérieux, au bout de ce sentiment, il y a le fait d'avoir trouvé un matériau cinématographique formidable à travailler.
Hein. C'est-à-dire, quand vous avez pris la décision de faire le film, le résoudre tous les problèmes qu'il pose, c'est là où le cinéaste commence à profondément vibrer. Hein. C'est pas sur les idées qui précèdent le film, qui sont très importantes parce que ça le décide à faire le film, c'est le travail quotidien. Parce que c'est un travail matériel de faire des films. Tous les jours, il faut résoudre des problèmes de gestes, de voix, de costumes, de vitesse, et on n'est pas dans les... Par contre, on sait que la sainteté en route, puisque c'est une personne qui veut devenir une sainte, et une sainte en cachette, etc., il faut y aller quand même, hein, il faut y aller. Et petit à petit, vous pensez que vous-même, dans cette entreprise, et en regardant d'autres personnes autour de vous, soit des mères de famille, soit des infirmières, soit des médecins, soit je ne sais qui, la sainteté est très répandue chez l'homme, sans qu'il le sache. Et donc, je ne faisais que raconter quelque chose qui n'était pas seulement le fait d'une personne enfermée dans un couvent, c'est partout. Et des saintetés qui, quelquefois, dévorent les personnes. C'est-à-dire qu'elles vont jusqu'au bout et, d'une certaine façon, elles en meurent. Bonsoir. Est-ce que vous avez pris un peu de liberté par rapport au récit de la vie de Thérèse, pour savoir qu'est-ce qui est de la part de la fiction et de la réalité dans ce que vous avez retenu? Alors, j'ai présenté le film un jour et il y avait un homme dans la salle qui m'a dit oh, il y a quand même quelques erreurs dans notre film. En particulier, elle écrivait son journal, nous le savons par les documents, entièrement à la plume et à l'encre. Et même à un certain moment, elle n'avait plus beaucoup d'encre, donc elle crachait dans les cendriers pour avoir plus d'encre. Ça, vous auriez pu le faire, parce qu'à la fin, vous lui faites écrire avec un crayon. On n'a jamais écrit avec un crayon. Alors, je lui dis, oui. Alors, je lui dis une fois à l'encre, l'histoire, puis j'ai eu besoin du crayon à la fin parce que il y avait le plumier, ça. Et puis ça m'a intéressé de mettre le crayon qui et puis le glisser dans ce porte-plume. C'était un peu son tombeau, etc. J'ai essayé de lui expliquer comment. Très très petite. Tout ce qui est dans le film. Et étant donné qu'en plus de ça, le Carmel de Lisieux, au moment où je préparais le film, a libéré dans un gros livre toute la vie du couvent, c'est-à-dire à quelles heures, comment elles étaient soignées, les robes, comment elles étaient lavées, etc., etc. La vie quotidienne a été libérée, et là, j'avais comme un film documentaire sur la vie de Thérèse à la fin du XIXe siècle. Le fait qu'elle n'était pas chauffée, etc., etc. Donc, petit à petit, je me suis dit, là, j'ai une base, et puis beaucoup de textes. Et comme elle a été déclarée sainte, il y a une enquête qui est faite par l'Église, et sa vie est passée au peigne fin. Et des tas de personnes sont interrogées et témoignent. Donc là, j'avais une liste de... J'aurais pu faire plusieurs films. Et j'ai choisi là-dedans ce qui me plaisait. Non pas ce qui me plaisait, mais ce que je pouvais, moi, tourner correctement. Et qu'un autre cinéaste aurait pris d'autres séquences d'elle. Voilà. Mais c'est très très proche. Il y a dans les dialogues, il y a des prises des choses qui appartiennent à d'autres sœurs, etc. Mais, et j'avais une personne que j'appelais tous les matins, qui était une ancienne carmélite, qui avait eu un petit problème avec sa prieure, qui avait demandé à sortir du Carmel. On lui avait donné l'autorisation. Et elle avait le droit à la présence chez elle. Le mot est... C'est-à-dire avoir une hostie consacrée de Jésus qu'elle avait sur une petite table avec une petite lumière artificielle.
Elle habitait à Lyon, moi j'étais à Paris, et je lui téléphonais tous les matins en lui disant je vais faire ceci, cela. Elle me disait là, vous pouvez y aller, là, faites attention, etc. J'étais guidé quand même, très, très surveillé. Mais il y a une très grande liberté de ton entre les religieuses. Est-ce que c'est crédible? La liberté de ton, c'est une communauté comme une communauté les gens parlent naturellement, il n'y a pas de pause. Je vois les communautés comme ça. Moi j'étais au collège, on se parlait librement quand même. La façon dont elle parle de leur époux, il est vache, je fais, etc. Oui, mais là, j'ai poussé peut-être un tout petit peu dans la familiarité, mais je pense que c'était des jeunes filles, elles n'avaient pas 20 ans. Elles n'avaient pas la langue dans leur poche quand même. Hein, elles avaient beau être au Carmel, celle qui ne dort pas, qui pense que être au Carmel c'est un désastre, elle n'a plus ses règles, etc. Ça me paraît absolument une banalité sûre et vécue sûrement dans un couvent. Et comment le Carmel de Lisieux a reçu C'est-à-dire que le Carmel de Lisieux m'a reçu. C'est-à-dire que les 24 carmélites ont vu le film. Et puis m'ont téléphoné, m'ont convoqué. Alors je suis arrivé, je ne craignais pas parce que j'avais des arguments. Et alors elles étaient assises sur des petits tabourets très, très simples, comme ça, les 24 là, et elles m'avaient mis un fauteuil. J'étais assis sur un fauteuil. Et elles m'ont tout parlé du film. Et en me disant que ça c'était bien, ça c'était moins bien, etc. Et il y en a une qui m'a dit très franchement, écoutez, si j'avais vu votre film avant d'entrer au Carmel, je n'y serais jamais. Voilà. Mais il faut dire que les Carmels d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec celui-là. Vous avez même des petits Carmels en appartement, de 3 ou 4 carmélites qui ont décidé de se consacrer à Jésus, d'épouser Jésus, et qui vivent dans un appartement. Hein? Donc, et qui voyagent, et qui vont enterrer leur mère, donc on est loin de la règle militaire. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est une éducation militaro-religieuse. C'est-à-dire que les pensionnats à l'époque, à mon époque, étaient extrêmement stricts. Après, j'ai fait mon service militaire, en plus, 18 mois. C'est-à-dire que vous êtes, et j'ai traversé l'occupation, donc vous êtes, l'histoire veut dire quelque chose pour vous. Et comment est-ce que vous vous mettez en colère parfois? En colère? Comment c'est possible en fait d'avoir ce regard si doux, si rempli d'amour, apaisant? Comment c'est possible en fait? J'ai vu d'autres films de vous et à chaque fois en fait il y a quelque chose d'évangélique, oui, mais c'est pas que pour ce film. J'ai vu vos documentaires et l'amour que vous portez à chaque plan, à chaque personnage, à chaque objet. Et moi qui est une personne assez... pour vous dire, j'ai été voir par exemple aujourd'hui mon médecin parce que j'ai une acouphène et apparemment le médecin il m'a dit que vous serrez trop fort les dents la nuit. Donc il a dit qu'il faut vous détendre. Donc, je me dis, comment c'est possible en fait, justement, à chaque fois que je regarde vos films, m'apaise autant. Comment vous arrivez à garder vraiment cette tranquillité ou cet amour, cette douceur
Comment c'est possible cette intensité-là toute une vie? Il n'y a rien qui vous mette en colère? C'est pas très compliqué parce que vous filmez tout simplement ce qui vous touche et ce qui vous intéresse. Et comme la vie vous propose quand même chaque journée des milliers de visages, de situations qui sont quand même palpitantes, si j'ose dire, vous n'avez qu'à faire le choix et filmer. Hein. La vie de Thérèse, c'était un champ d'attirance et d'émotion, je n'avais qu'à choisir. Hein, je n'avais qu'à choisir. Et j'ai toujours aimé regarder, et je crois que c'est le lot de tous les cinéastes, regarder et proposer après ce qu'on a enregistré. Pour moi, c'est très simple. Alors, je ne sais pas si c'est de l'amour, mais en tout cas, c'est une certaine cérémonie de la vie. C'est un peu cérémonial, c'est-à-dire que je prends dans la vie ce qui est quand même ce que je pense être le meilleur, le plus costaud, le plus attractif et le plus presque sentimental aussi. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse depuis que je suis tout petit. Donc, j'ai pas de problème dans la vie, puisque chaque jour est une. Et je tourne encore aujourd'hui. J'ai fait mon premier film en 1957, vous vous rendez compte? Et j'ai pensé aussi aujourd'hui, je ne sais pas si on vous a déjà dit ça, mais j'ai pensé. Je pense que vous êtes peut-être aussi l'origine de ce nouvel mode de youtubeurs, influenceuses. Vous savez, en fait, je ne sais pas si vous suivez un petit peu. Non. Mais je veux dire, en fait, il y avait cette origine, cette vision que vous portez en fait à cette époque. YouTube est pour moi une fascination parce que j'ai une camarade dans la vie qui le matin surfe sur son ordinateur et qui me montre des choses devant lesquelles tout film devrait pâlir, tout cinéaste devrait, je veux dire, faire son mea culpa, dire je suis un âme, tellement c'est merveilleux, tellement on redécouvre l'image et le son, hein, et tellement c'est fait par des gens qui ne sont pas des professionnels, et ça c'est une merveille absolue. Je redécouvre la vie, tout, depuis les accidents automobiles, les émotions amoureuses, tout est raconté et envoyé innocemment sur le net. Et à votre disposition, sans prendre le métro, sans rentrer dans un cinéma, sans payer, les 5 matins, la vie entière. Et quelquefois, quand c'est formidable, vous voyez en dessous que vous avez 1 million de personnes qui ont regardé ça. 1 million de personnes, vous vous rendez compte là, Sauf que les derniers temples qui existent au monde, c'est des cinémas, pour se réunir autour de quelque chose. C'est des cinémas, parce que les églises, c'est commencent à être un peu. Moi j'en ai filmé beaucoup d'églises. Commencent à être un peu des froides, un peu solennelles, un peu démodées, un peu ceci, un peu cela, ou des chefs-d'œuvre de l'architecture, mais on s'en fout royalement. Il faut se réunir, et c'est la chaleur humaine, et voir quelque chose, autour de quelque chose. Ça durera. Mais ça, il y a beaucoup de cinémas qui vont fermer, beaucoup de films qui ne se feront plus. Et quand je vous parle du net, je suis moi-même, qu'est-ce que je vais faire encore filmer, moi Il y aura un nouveau projet qui arrive? Un nouveau projet, un nouveau film. Un nouveau film? De vous. On essaye encore. On essaie encore. Mais que Thérèse, si elle voit ça, cette salle-là, c'est magnifique. C'est magnifique. Oui. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe quand on a l'idée de faire un film sur une sainte, sans décor. Comment ça se passe avec un producteur et les distributeurs? Vous écrivez une histoire,
et puis vous la proposez à des producteurs. Alors il y en a qui vous disent ah ben ça m'intéresse, je t'appelle lundi, et puis le lundi il n'y a pas de coup de téléphone, et 15 jours après il n'y en a pas, alors on passe à un autre. Puis un jour, j'avais un vieux copain qui était producteur, il était juif, alors je me dis qu'est-ce qui va s'intéresser à ce catholique. Il s'appelle Maurice Bernard, et il l'a lu le vendredi, et effectivement le lundi, il m'a dit on le fait ce film. Ah, j'ai dit très bien, et ça l'amusait énormément, étant juif, hein, de faire un film sur une petite scène catholique. Voilà, et il m'a soutenu, il a trouvé juste de l'argent qu'il fallait. Sauf, je pourrais vous dire, parce qu'il faut parler de choses matérielles, finir peut-être notre petit entretien par quelque chose de très matériel. On avait un magnifique studio, hein, mais il y avait une circulation automobile le long du studio, qui n'est pas très insonorisé, donc il était bon marché à la location, et il y avait des camions qui passaient. Quand un camion passait, en principe, il ne fallait pas enregistrer le son. Mais on ne pouvait pas prévoir les camions qui passaient. Ce qui fait qu'il y a des sons, comme c'est un seul son direct en même temps, on entendait les camions. Alors, c'était un peu quand même... Et on a enlevé les camions au son, en travaillant la voix. Mais le problème, c'est que si vous enlevez le fond, vous transformez automatiquement la voix. Alors, ça m'est très difficile de revoir ce film, parce que la voix de Catherine change de temps en temps. Vous ne le voyez pas, mais moi je le sais, pour éliminer la présence d'un camion qui, au XIXe siècle, serait quand même un peu incompris. Mais si c'était non seulement accepté, mais demandé par les carmélites, hein, donc je pense que faire ce film dans ces conditions-là, c'était être très proche d'elle, très proche d'elle. Et quand elle avait un choix entre un pot ébréché et un pot qui n'était pas, elle choisissait l'ébréché. Voilà, dans notre société de consommation, elle aurait été parfaite comme conseillère. D'ailleurs, je lui parle de temps en temps à Catherine Mouchet, pas à Thérèse. Parce que sans Catherine Mouchet, il n'y a pas de Thérèse. Voilà. C'est une opération dont je ne suis que le témoin. Je suis le témoin de la vie d'une femme de notre époque, auquel on a vaguement expliqué qu'il fallait qu'elle porte un uniforme et qu'elle dise ceci, cela, mais en fait c'est un vrai portrait d'elle aussi. Et ça, je m'éloigne, Voilà. S'il n'y a plus de questions, c'est bien. Tout est bien. Qu'il y ait encore des questions, c'est bien. J'en ai plus, c'est bien aussi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a un fil conducteur entre les poissons, la langouste et les crustacés? Est-ce qu'il y a? Ça m'a intrigué la langouste, les poissons et les huîtres, s'il y a une symbolique. Ah, les poissons du père. Les poissons du père. C'est un compte rendu, c'était décrit moult fois par les sœurs, c'est-à-dire cet homme qui avait perdu la tête, et ses adversaires ont dit qu'il était syphilitique d'ailleurs, et il apportait des poissons, 3 poissons à ses filles, qui étaient de Carmel, parce qu'il avait peur qu'elle n'ait pas mangé. Qu'elle n'ait pas mangé, que la discipline était tellement forte qu'elle ne mangeait pas assez. Et il était devenu fou parce que ses filles l'avaient quitté toutes pour entrer dans la Carmel. Il y voyait comme un rejet lui-même, en fait. Mais il a été
Alors, ils n'ont pas été canonisés, les parents, mais il y a un mouvement qui est fait pour canoniser les parents de Thérèse. Mais ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'Église a essayé de faire de la bonne publicité au début du XXe siècle, en canonisant Jeanne d'Arc. Il y a 400 ans qu'elle était morte. Hein. Et en même temps, elle a canonisé Thérèse, qui était morte il y a 20 ans. Et elle a fait un espèce de portrait total de la jeune fille quasi idéale, un mélange d'une personne qui vit enfermée entre quatre murs, et l'autre qui est sur les champs de bataille. Deux jeunes filles vierges qu'elle proposait à la population. C'est pour ça que vous l'avez représenté en Jeanne d'Arc? Et non, ça je l'ai représenté en Jeanne d'Arc parce qu'il y a des photos d'elle en Jeanne d'Arc, prises par sa sœur. Donc c'est un événement réel. Mais Jeanne d'Arc, pour des filles enfermées, était l'héroïne parfaite, le contraire d'elle-même, et l'héroïne parfaite. Bonsoir. J'avais une question. Juste avant, vous parliez de portraits. Est-ce que Thérèse pourrait s'insérer dans les portraits de femmes que vous avez fait aussi, que je trouve merveilleux? Est-ce que Thérèse, ça pourrait être Juste avant, vous parliez de portrait pour Thérèse. Est-ce que Thérèse pourrait être le film, la continuité de vos portraits de femmes? Est-ce que c'est aussi un portrait de femme, le portrait d'une religieuse? J'ai passé ma vie à faire des portraits, hein. C'est-à-dire que quand je faisais des films de fiction, l'intrigue ne m'intéressait pas, c'était de faire le portrait d'acteurs. Alors, qu'ils soient empereurs ou clochards, comme quelqu'un qui peuvent tout vendre, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était juste de les filmer exactement comme ils étaient. Donc ça fait partie de mes portraits. J'ai fait des portraits, 24 portraits de femmes juste après Thérèse, de femmes au travail, qui travaillent seules, d'artisanes solitaires, parce que j'en avais rencontré, elles gagnaient leur vie en faisant de la passementerie, de la broderie, etc. Et j'avais pris des vraies ouvrières de passementerie et de broderie. Et donc j'ai fait connaissance avec ce travail artisanal, et j'ai fait après des portraits de ces femmes, qui sont une sorte de continuité de mon film. Et de 13 minutes pour qu'elles ne soient pas coupées par la publicité. Et puis après j'en ai fait d'autres plus longs, qui faisaient 55 minutes. Mais le portrait, c'est la seule chose qui m'intéresse, parce que c'est vrai. Voilà. Il n'y a pas de scénario à écrire. Vous suivez une personne qui a un destin, et puis vous lui envoyez une petite onde comme ça d'intérêt, puis vous la renvoie, et on finit par faire ensemble quelque chose d'intéressant. C'est exactement ce que j'ai fait avec Catherine Mouchet sur Thérèse. On s'est entendu sans se parler même, sans faire de grands discours. Moi j'avais fait, je savais ce qu'était le mysticisme depuis des siècles et des siècles, et elle l'ignorait. Mais elle sentait bien, et elle avait eu une éducation religieuse. Donc elle savait de quoi il s'agissait. Je voulais encore vous demander, est-ce que la façon de pratiquer par petites enluminures, c'était un choix dès le départ, ou c'est venu comme ça? De faire ce film est un ensemble de petites enluminures. Oui. C'est-à-dire que je me suis dit que il ne faut pas que le film soit ennuyeux, il faut que les séquences soient un peu brèves, avec un rythme un petit peu soutenu. Puis ces femmes sont toujours en mouvement, je me souviens. Et j'avais très peur du public. On avait tous très peur et on pensait qu'on allait faire 10 ou 20 000 spectateurs. C'était un film tout à fait confidentiel. Il n'y avait pas de risque financier. Donc ça allait. Et puis,
il s'est passé autre chose, peut-être dans le spectacle. Hein. Vous voulez faire un film qui rapporte beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de spectateurs, vous ramassez, vous faites initialement quelque chose qui. Et puis voilà, ça arrive de temps en temps, et c'est très bien. Mais j'étais très préoccupé par le public. Je me dis, mais comment il va regarder ça, comment. Et puis elle est folle. Et moi aussi. Et moi, je dois avoir une petite part de sainteté en moi que j'essaie de cultiver, que j'essaie de mettre au point. Alors tout ça nageait dans un à peu près, mais très sentimental, très. Avec lequel on avait des liens, on ne se parlait pas, mais on avait des liens. On se voit depuis 35 ans, tous les ans. On ne parle jamais du film. C'est des histoires très particulières, en fait. Et ça finit par être finalement assez autobiographique, en fait. On finit par raconter des choses, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de puiser dans son vécu pour être sûr de pouvoir filmer. Pour être sûr de pouvoir filmer en se disant que je ne suis pas un escroc, un menteur, un raconteur de n'importe quoi, et que je peux tout faire admettre au public si je frappe. Non, c'est une bizarrerie, la vie. Voilà. Et puis c'est intéressant quand même, et ça je le savais en faisant, c'est que comme il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vêtements à la mode, etc., que si le film n'était pas trop mal, il pourrait traverser un tout petit peu le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repère d'époque. Hein. Bon, il y a un petit peu, il y a des choses qu'on ne fait plus, il y a des éclairages qu'on n'emploie plus, enfin, il y a des différences, mais dans les objets, dans les visages, il n'y a pas de coiffure, par exemple. Et puis, elle, quand on la voit, elle est coupée très court. Donc il y a une espèce de. C'est à la fois anti-mode et très mode. En fait, ça joue sur les deux. Et ça, j'ai appris ça au collège religieux. C'est-à-dire que pas d'adjectif. Dans les évangiles, il n'y a pas d'adjectif. Il faut dire que c'est merveilleux ou c'est fantastique. C'est pas d'adjectif. Hein. Les choses simples telles qu'elles sont. Et puis après, ça suit son cours. Hein. Est-ce qu'on coupait vraiment les cheveux? Hein? Oui. Dans la scène, est-ce qu'on coupait réellement leurs cheveux? En vrai? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'on leur coupait leurs cheveux vraiment dans la scène? Oui, absolument. Oui. Vraiment, tout le monde a. Oui, parce que c'est tourné chronologiquement. Comme c'est vécu. Enfin, le seul problème qui était très emmerdant, c'est que je connaissais la fin du film quand j'ai commencé. Alors que moi, quand je rentre chez moi, je ne sais pas comment je vais finir. Hein. Donc il y avait un artifice énorme. Mais comme c'était tourné chronologiquement, on pouvait suivre, on pouvait le vivre. Hein. Donc quand on est entré au mouvement, on n'a pas des séquences d'avant, on ne pouvait pas. Bonsoir. Il y a un nouveau film, outre Thérèse bien sûr, que j'aime énormément, qui s'appelle Le combat dans l'île. Et je voulais savoir si vous en gardiez un souvenir à nous partager. J'espère que vous ne le reniez pas. Et vous me permettez de clore ce charmant dialogue avec vous par une anecdote. Merci. Du combat dans l'île. Parce que tout y est, toute ma vie de cinéaste s'y trouve. C'est un film que je l'ai écrit en observant un couple que je connaissais. Et j'avais fait mon premier film sur quelqu'un dans la vie, et là je voulais faire, c'était un court-métrage, un long-métrage, mais en m'appuyant sur la vie. Bon, première chose. Donc, je regarde ce couple, je prends des notes, etc. Je construis un film et je me dis, je vais aller voir ce couple et je vais lui demander d'interpréter sa propre
je prends un peu conseil à droite et à gauche, on me dit, c'est idiot, c'est tellement précis sur la vie intime, ils n'accepteront jamais, 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 jamais. Alors je me suis un petit peu étonné, je ne même pas proposer. Et je me suis dit, à la fin, bon, si je veux faire ce film, il n'y a que des acteurs, je vais prendre des acteurs, je suis obligé de prendre des acteurs. Voilà, je prends des acteurs. J'étais lié d'amitié avec Jean-Louis Trintignant. Il y avait un méchant et un bon, grosso modo. Il choisit le méchant, je lui avais demandé de choisir entre le bon et le méchant. Et puis elle qui... et j'apprends qu'elle cherche à faire un film originaire en français. Et je la croise un jour, je bavarde avec elle, je lui parlais très bien le français, elle était très agréable. Alors, je dis, bon, essayons avec elle. Et elle a accepté, on a commencé, c'était mon premier film. On a commencé le film, ça se passait très bien, toujours à l'heure, impeccable. Et puis on tourne devant la closerie des Lilas, à Paris, qui est un restaurant, la nuit, et à un moment, on se tourne, lui n'était plus là pour faire le plan. Discipliné, impeccable, etc. C'était... Alors on la cherche, elle avait disparu de son travail. Alors j'ai commencé à me dire, si c'est là, je savais qu'elle avait de temps en temps un petit peu des coups de blues et qu'elle buvait des trucs. Qu'elle buvait. Alors elle était allée dans un bistrot, et puis tu as un choc, etc. Moi j'ai fait quelque chose qui lui a déplu. Je fais les cafés et les bars du coin de Montparnasse. Et dans un café, pas très loin de la closerie, j'avais fait tout le cœur de Montparnasse, j'étais revenu, je vois que le café va fermer, je rentre, et à l'intérieur du café, dans le temps, il y avait une réserve avec un dépoli où les clients jouaient aux cartes sans être vus des autres clients. Et quand je suis rentré, je me suis dit, elle est là. Et en fait, elle était là. Elle avait bu une bouteille de Bordeaux. Elle avait un peu le maquillage, elle avait un peu tourné. Quand elle m'a vu, il y avait à la fois l'angoisse de ce qu'elle avait traversé et la difficulté de sourire que je sois venu, que je l'ai trouvé, que je sois venu la chercher. Et c'était complètement bouleversant, en fait. Pour moi, qui était un jeune cinéaste, cette personne était extrêmement célèbre en plus. Alors je la ramène au travail, et je pense, en rentrant chez moi le soir, que ce que j'ai vu d'elle dans la vie, et ce que je filme d'elle dans le film, c'est-à-dire soyez heureuse, soyez triste, soyez jalouse, soyez ceci, soyez cela, et bien c'était de la roupie de son sommeil, si j'ose dire. C'est-à-dire je filmais des choses un peu conventionnelles, un peu faciles, et que le vrai, je l'avais vécu, et c'était autre chose. Et ce vrai-là, je n'arriverai jamais à le filmer et à travers un comédien, à demander ça à un comédien. Donc petit à petit m'est venue l'idée que cette cérémonie de la comédie, je ne ferai pas toute ma vie. Non, je ne ferai pas toute ma vie. Non. Et effectivement, après j'ai tourné un film avec son amant, Alain Delon, puis après j'ai tourné un film avec Catherine Deneuve, et tout ça en 4 ans, et c'est tombé. J'avais fini mon expérience, que j'ai reprise après avec des jeunes gens avec qui j'écrivais le scénario, etc., qui étaient leurs propres paroles, on entrait dans la réalité. Et la dernière personne que la dernière comédienne avec qui j'ai travaillé, c'est Catherine. En 84 et 85.
Ouais. Et j'ai fait un film avec Vincent Lenoir, avec un comédien, mais c'était notre vie à tous les deux. Il n'y avait pas de texte, on se parlait, on avançait comme ça. Il n'y avait pas de comédie. Moi, je ne suis pas un comédien. Vous me donnez un texte très mauvais. Très très mauvais. C'est un art très profond de faire ça. C'est même peut-être plus difficile que de faire des films. Voilà, Romy, cher Romy. Et effectivement, ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Hein. Cette merveilleuse femme est devenue alcoolique. Avant chaque film, elle se faisait régénérer dans une clinique pour être. Et puis elle est morte à 40 ans. Il y avait quelque chose qui ne pouvait pas durer en elle et que j'ai vu, moi, dans des circonstances magnifiques. Et si j'avais voulu reconstituer ça, jamais je n'aurais eu le regard qu'elle m'a. Jamais je n'aurais eu. Et ça m'a guidé profondément. J'ai été guidé par Romy. Bon, ben voilà.